Bonjour et shalom, Richard Bonjour. Darmon au micro du studio Kalita pour la deuxième édition de notre magazine hebdomadaire géopolitique intitulé Israël au cœur du Moyen-Orient. Avec notre invité d'aujourd'hui, le maître Michel Calvo. Bonjour. Bonjour. Maître Calvo, vous avez publié en français et en anglais, et voilà quelques jours, une longue analyse très instruite dans les colonnes du site internet de l'Institut Gattestone, qui est lié en fait à son conseil international, à un conseil international d'études politiques, une analyse très pertinente démontrant en plusieurs points en quoi et pourquoi Israël avait, si vous voulez, dans le cadre du plan avancé par l'administration Trump, était tout à fait fondé en droit pour appliquer sa souveraineté sur les localités juives de Judée-Samarie, attendu que celles-ci, démontrez-vous, ne sont pas illégales au regard du droit international. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, justement, c'est ce qu'avait décidé l'administration Trump, mais pourquoi ces localités juives, que à tort la presse internationale appelle les implantations, ne sont pas illégales? Elles ne sont pas illégales et vous verrez ceci clairement écrit dans le Deal of the Century, le deal du siècle. En fait, la vision pour la paix entre les Palestiniens et les Israéliens le plan de paix de Trump. Il est dit qu'il est reconnu que les Juifs ont un droit historique comme étant le peuple indigène par excellence des territoires de Judée-Samarie. En fait, le plan de Trump reconnaît nos droits en tant que peuple indigène sur les territoires de Judée-Samarie. Il y a notamment toute l'histoire qui le démontre, puisque tous les traités internationaux, en passant, je vous cite le dernier qui est le mandat britannique, mais avant ça, il y avait d'autres traités, le traité de Lausanne, le traité de Sèvres. Il y avait également la déclaration Balfour, dont certains affirment qu'elle n'est pas un accord international, bien qu'elle a été approuvée par la Ligue des Nations. Tous ces Il y a accords la internationaux, conférence de San Remo aussi, la entre conférence de autres, San oui, Remo. bien sûr, j'avais oublié celle-là, effectivement. Eh bien, ces accords internationaux reconnaissent le droit des Juifs sur leur terre. Et leur terre, à l'époque, c'était la Palestine. Et à l'heure actuelle, je dirais que si nous avions continué d'appeler la terre d'Israël la terre de Palestine, il n'y aurait plus de problème parce que les Arabes qui vivent en Judée-Samarie affirment qu'ils sont les Palestiniens. Or, les Palestiniens, ça n'existe plus. Ça n'existe plus depuis la fin du mandat britannique, puisque Israël a pris la suite de cela. Il faut Non, rappeler… ce qui est intéressant, Michel, c'est que dans votre analyse, je disais qu'elle était instruite, en fait, elle n'est pas forcément très longue, on peut la lire en un quart d'heure, mais ce qui est intéressant et très pertinent, c'est que avant de citer les textes anciens et les décrets anciens et l'histoire biblique, vous avancez comme premier point la déclaration de l'ONU sur les droits concernant des peuples les droits des autochtones, peuples oui, autochtones, qui a exactement, été adoptée par l'Assemblée générale le 13 septembre, je crois, 2007, 2007, donc c'est très récent, c'est et ça. elle s'applique, dites-vous, de manière extrêmement claire aux Juifs israéliens en tant que peuple premier, indigène ou peuple des terres de Judée et Samarie, voilà déjà 3500 ans. Absolument. Et cette déclaration des Nations Unies a été adoptée pratiquement à l'unanimité. Il y a eu quelques États qui ne l'ont pas, qui se sont abstenus de voter. Il y en a eu 11. Depuis, parmi ces 11, il y en a certains qui ont accepté cette déclaration. Les États-Unis, à un certain moment, ne l'ont pas accepté pour la bonne raison qu'ils ne voulaient pas avoir de problème avec leur population amérindienne. Mais d'un certain point de vue, ils ont reconnu l'application de cette déclaration. Elle les lie donc. Euh, cette déclaration a normalement les déclarations des Nations Unies, les déclarations des Nations Unies, à moins qu'elles soient adoptées à l'unanimité, ne constituent pas un droit international. Ce n'est que la pratique des États au bout d'un certain temps qui cristallise ces déclarations
comme un droit coutumier. Et ce droit coutumier a été reconnu par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui a déclaré qu'elle existe en tant que norme internationale coutumier. Cette commission a confirmé les droits des peuples autochtones sur leurs terres traditionnelles. Il y a eu également la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a affirmé que les droits fonciers des peuples autochtones sont protégés et que ces droits sont des principes généraux du droit. Mais alors ce qu'on aimerait comprendre, c'est malgré ces fondements juridiques très établis qui sont, et vous avez fait une recherche, vous l'avez écrite en anglais, mais aussi en français, donc grâce à la version anglaise, ça peut circuler et c'est une démonstration universelle. Mais comment alors, face à ce corpus juridique extrêmement sérieux qui fonde les droits des Juifs en Judée-Samarie et qui donc enlève tout aspect d'illégalité à leur village et localité, qu'on appelle injustement des implantations et encore moins des colonies, qui est un terme évidemment très très négatif. Comment alors explique-t-on que la communauté internationale menée par les pays arabes a accepté le bluff qui marche toujours de parler pour ce qui est de ces terres de Judée-Samarie de Cisjordanie, alors que ce terme avait été donné par l'entreprise coloniale transjordanienne en 46 pour s'approprier justement la Judée-Samarie et on l'a appelé aussi la rive occidentale du Jourdain et maintenant, depuis plus de 30 ans, on appelle ça les territoires palestiniens occupés. Mais comment se fait-il qu'il y a deux discours? Il y a le discours juridique fondé, celui que vous défendez, israélien, pro-israélien et juridique, et puis il y a le discours qui passe dans les médias, qui passe, les Arabes vendent leur camelote depuis à peu près 30-40 ans en ayant dans leur besace toutes sortes de pays qui derrière eux. Comment se fait-il que Israël ne défend pas mieux sa cause au plan juridique? Écoutez, c'est le règne du mensonge organisé. C'est le règne du mensonge organisé, c'est le règne de la complicité de tous les peuples contre Israël, même des peuples comme la France, qui ne respectent pas d'ailleurs cette déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Elle s'est fait accrocher dernièrement par la commission cette fameuse commission une commission liée à l'administration américaine? Non, une commission des Nations Unies qui fait des enquêtes toutes les 2 ans sur chaque État pour voir quel est l'état d'avancement du respect des droits des peuples autochtones. Elle s'est fait accrocher pour sa politique dans ces colonies. Enfin, ces colonies qu'on appelle territoires d'outre-mer, qui sont en fait des colonies. Il faut voir la réalité. Les restes du grand empire français. Oui, exactement. Alors, pour vous dire autre chose qui est assez, qui est confidentiel, je dirais, mais ça va plus l'être. Israël, le jour du vote de cette résolution, c'était Rosh Hashanah, le jour de l'an. Donc Israël n'a pas pu se déplacer pour voter cette résolution. Et puis, Israël avait la possibilité, a posteriori, d'y souscrire. Et il y a eu pas mal de ministres et pas mal de responsables du ministère des Affaires étrangères au service juridique qui se sont opposés à cela en disant « Aïe, il va y avoir un problème on va avoir un problème avec les Bédouins. » Les Bédouins. Mais les Bédouins, c'est une mauvaise réflexion parce que les Bédouins, il y a plusieurs millions de Bédouins et ils s'étendent de la Syrie, de l'Irak jusqu'au Maroc. Jusqu'au Maroc. Alors, est-ce que ces gens-là, qui représentent à peu près 100 000 personnes en Israël, ont des droits sur leur terre? C'est du bluff, c'est de la rigolade, c'est de un problème mineur. Méconnaissance historique. Alors, vous me dites pourquoi Israël et tout cela. Israël ne sait pas se défendre. Israël est un petit peu comme un agneau qu'on a amené jusqu'à maintenant, comme tous les Juifs auparavant, à l'abattoir. Et Israël ne sait pas se défendre. Pour une fois que nous avons un Premier ministre à qui on reproche bien sûr un tas de malversations et d'opérations illégales, se lève et dit c'est comme ça,
alors là, tous les peuples sont effarouchés. Et je crois qu'ils méritent d'être effarouchés parce qu'Israël n'est plus ce petit pays de merde, comme, excusez-moi l'expression, ce n'était pas moi qui l'ai inventé, c'est un ambassadeur français en Angleterre qui depuis est décédé, paix à son âme. Eh bien, Israël n'est pas ce petit pays comme cela. On peut continuer de faire parler à la télévision, notamment sur France 24, des gens qui sont ignares en matière d'histoire et qui disent que Israël est un pays d'apartheid, ou faire venir des gens ou interroger des gens, une personne, dans une manifestation comme il y a 2 jours à Tel Aviv, une personne qui dit que nous avons pris la terre aux Palestiniens, et dire ensuite, oui, il y a des gens qui pensent différemment de vous. Tout ça résulte de la manipulation médiatique, et la manipulation médiatique est là, est présente, est tout le temps présente. Que pensez-vous que les Français qui regardent France 24 pourraient conclure quand il y a une bonne juive avec un aspect physique que l'on donne, que les antisémites nous donnent, déclare que Israël est un pays d'apartheid, surtout lorsqu'elle vient d'Afrique du Sud, ou une autre qui vient des États-Unis et qui dit nous avons pris la terre aux Arabes. Mais c'est un manque de connaissances. La terre a été conquise par les Arabes en 637, et de 637 jusqu'à 1936, exactement 1300 ans, tenez-vous bien, 1300 ans, exactement comme la Kabbale le mentionne. 1300 ans, pas plus. 100 ans pour les 13 ans, pour l'âge de 13 ans qu'avait… De la Brit Mila. Oui. Exactement. Alors, comment voulez-vous que Israël se défende quand on a des gens qui sont au gouvernement, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas particulièrement leur histoire et qui ne maîtrisent pas non plus le droit? Michel, justement, à propos du droit, ce qui est fondamental dans votre étude et qui pourrait être un axe, je dirais, pour qu'Israël enfin hisse le drapeau de la bataille juridique à son avantage, c'est que vous montrez bien qu'il y a une dichotomie entre la déclaration de l'ONU dont on a parlé sur les droits des peuples autochtones qui a été adoptée donc en 2009 et qui est en 2007 pardon, et qui a force, si vous voulez, de loi pour établir les droits du peuple juif sur la Judée-Samarie, et d'autre part, et vous le dites d'ailleurs très clairement, les résolutions et déclarations de l'ONU plus récentes, je ne parle pas de la 247 qui ne parle pas de tous les territoires, mais 2 territoires, bon, avec la version française et anglaise, mais qui disent que les localités juives de Judée-Samarie, enfin de Cisjordanie, sont illégales. Et il s'agit là, dites-vous, de consultations, et vous l'avez mentionné, mais je voudrais revenir là-dessus. De recommandations. Ce sont des recommandations, elles n'ont pas, les recommandations. Les recommandations n'ont aucune valeur juridique. Elles ne lient pas les partis. Elles ne lient pas. Ce sont des déclarations politiques. Le monde avance ainsi. Elles ont contredit la charte qui a été ensuite adoptée. Bien sûr, c'est évident, c'est évident. C'est évident, elles sont contraires à la charte, elles sont contraires à l'accord de San Remo. L'accord de San Remo et les accords concernant le mandat de la Ligue des Nations, ces accords-là ont été signés par plusieurs États, dont la France, l'Angleterre, la Belgique, le Luxembourg. Vous voyez, franchement, il y a une hypocrisie totale, il y a une malversation intellectuelle totale de la part de tous les leaders européens et de leurs ambassadeurs également, qui sont là pour être leur porte-parole dans les États étrangers. Ben écoutez, on a beau jeu, et vous avez raison de le noter, de mettre en exergue cette hypocrisie, ce double langage qui est lié aux intérêts diplomatiques, stratégiques et économiques de l'Europe et de ses différents pays au Moyen-Orient. Mais tout de même, pour ce qui est notre propre discours, vous ne pensez pas que plutôt que de parler d'annexion, comme le font de manière catastrophique non seulement les journalistes israéliens de toutes les tendances, mais aussi la classe politique israélienne qui parle d'un projet d'annexion, eh bien, les Israéliens, les journalistes, mais surtout les politiciens, les premiers, devraient parler en utilisant un autre langage. Vous le savez comme moi que quand Menachem Begin avait en 81 appliqué la loi israélienne sur le Golan,
eh bien, il n'avait jamais prononcé le mot d'annexion, il Oui, avait parlé d'application de la loi israélienne sur le Golan. Exactement. Alors attendez, non, je voudrais dire, la question, Oui. et c'est important, c'est que il faut se nettoyer nous-mêmes au niveau de notre vocabulaire, parce que parler d'annexion, on annexe quelque chose qu'on prend à quelqu'un d'autre ou qui est, si vous voulez, qui n'est pas à vous. Et quand vous étendez votre souveraineté sur ces territoires, là, vous ne faites que légaliser une situation qui Oui, est dans vos mains. vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, j'ai dit dans mon article que ce n'est pas au sens juridique une annexion. Mais je dirais oui, il faut dire qu'il s'agit d'une annexion, même si ce n'en est pas une. Il faut que les États comprennent que nous avons la force devant nous, la force avec nous, et que nous avons également le droit avec nous. Et nous ne pouvons pas, encore une fois, utiliser la réalité, c'est-à-dire de dire simplement que nous appliquons la loi israélienne sur une terre juive, une terre qui était censée être jusqu'en 1948, avant qu'elle ait été conquise par les armées arabes, une terre juive. Ça devait être le foyer juif. D'ailleurs, avant 1948, il y avait des juifs dans toutes ces zones-là, dans toute la Judée Samarie. Et il y en avait même, monsieur Darmon, vous ne le savez peut-être pas, à Amman, en Jordanie. Et la Jordanie, à l'heure actuelle, ne permet pas à un seul juif de pouvoir acquérir une maison secondaire sur son territoire, parce que nous sommes juifs. Ok ? Alors, quand on vient nous dire vous faites de l'apartheid, je dirais vous faites de l'apartheid, pas nous. Donc, en fait, dernière question, parce qu'on arrive au terme de notre temps, comment vous pensez, c'est important d'avoir publié ce texte dans une tribune internationale comme le Gatestone Institute, mais comment vous pensez pouvoir, je dirais, influer sur justement les pouvoirs publics, les autorités israéliennes pour qu'elles hissent le drapeau de la légalité fondée de nos droits en Judée-Samarie? Comment faire? Écoutez, moi j'écris des articles, je partage mes idées. Il appartient à Kadosh Baruch Hu, au Créateur, de tirer les ficelles et de trouver les solutions à cela. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet article-là, j'ai eu des échos de la part de certaines personnes qui travaillent notamment au Jerusalem Center of Public Affairs, qui me connaissent et qui m'ont félicité d'avoir pour la première fois osé écrire un article de cette nature, parce qu'ils n'ignorent pas tout cela eux-mêmes. Les gens n'ignorent pas. Les avocats, les juristes internationaux sont au courant de tout cela. On est dans une situation où personne ne veut parler ouvertement et dire il y a ce que l'on appelle la langue de bois, le politiquement correct. Il est temps d'en finir. Il y en a marre. Ce n'est plus possible. Il faut dire qu'un chien est un chien et qu'un loup est un loup et que nous sommes des agneaux et que nous ne voulons pas finir entre les mains de ces loups et de ces chiens, tout simplement. Et Dieu merci, à l'heure actuelle, Dieu merci, nous avons les moyens pour cela. Les États arabes reconnaissent, les musulmans savent que c'est notre terre. Ils disent que nous ne sommes pas les juifs. Tenez-vous bien, ils nous appellent Yéhoud, mais nous ne sommes pas les juifs. Ils disent que nous avons falsifié la loi de Moïse, c'est-à-dire le Coran. Okay ? Vous voyez, mais ils s'aperçoivent quand même d'une chose bizarre, c'est que nous sommes revenus sur notre terre et que après 1900 et quelques années d'absence, pas totale, bien évidemment, parce qu'il y a toujours eu des juifs sur cette terre, et que non seulement nous sommes revenus, mais en plus de ça, que nous avons gagné toutes les guerres qu'ils nous ont faites. Toutes les guerres. Alors, ça pose des questions, tout cela. Où est Dieu ? Où est Dieu ? Qu'a dit Mahomet ? Mahomet a dit que nous reviendrons sur la terre. Seulement, les Arabes ne veulent pas l'accepter, ne veulent pas le voir. C'est là leur problème. Ils attendent, comme ils disent, Gog ou Magog, le jugement dernier. Eh bien, attendons Gog et Magog, nous allons voir comment ils vont réagir. Et vous savez comment ils vont réagir ? Le Coran le dit, ce qui prouve bien que le Mektoub, la destinée, n'existe pas non plus dans le Coran comme ils le croient ou comme ils disent.
C'est un signe de fainéantisme en ce qui les concerne, le Mektoub. Okay, le Coran dit qu'à ce moment-là, quand votre face tombera, quand votre face sera atteinte par le feu, que direz-vous? Que me direz-vous? Ah, nous avons suivi nos dirigeants, punis-les 2 fois plus. Voilà la réponse du Coran. Alors, invitons nos amis arabes à éviter Gog et Magog, invitons-les à éviter l'arme à neutrons qui produit ces effets là. Alors, c'est à vous de le dire, vous êtes dans les médias. Dites-le-leur. Oui, écoute, on en a, Michel, on en a déjà parlé dans d'autres émissions parce qu'il est vrai que la question de la Judée-Samarie, c'est l'enjeu actuel, comme Jérusalem d'ailleurs, du combat triangulaire entre Israël, l'islam, c'est-à-dire Ishmaël, et Esav, l'Occident. Et c'est un sujet sur lequel on reviendra, j'espère, avec vous prochainement. Je vous remercie pour cette contribution juridique. Ah oui, j'aimerais bien qu'on parle des objets juifs qui se trouvent au Absolument. Vatican, et également des œuvres d'art qui se trouvent Mais si en vous Allemagne. voulez, on le fera lors d'une prochaine émission parce qu'on n'a plus de temps. Là, je vous remercie, Michel, pour cette contribution et à bientôt. Alors, soyez forts. À bientôt. À bientôt.